Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau panorama de la semaine où nous allons parler de Gaza mais aussi d'Orpi, de la motion de censure ou comment le RN a sauvé la peau de François Bayrou. Nous allons parler de 2 victoires majeures à l'Assemblée avec la réforme de l'audiovisuel public mais aussi le rapport d'enquête de la commission d'enquête Betaram. Nous allons parler de l'urgence de les dégager avec le budget mais aussi la canicule et nous allons finir sur pourquoi la France insoumise est le premier opposant à l'extrême droite et à la Macronie. Générique. Évidemment, je vais commencer par la situation à Gaza, où comme Netanyahou l'avait annoncé, après les frappes sur l'Iran, il allait se reconcentrer sur l'enclave palestinienne, disant ainsi qu'il allait intensifier encore le génocide et poursuivre le projet de déportation de l'ensemble de la population palestinienne de Gaza. On voit chaque jour maintenant des distributions alimentaires qui tournent au piège mortel avec des civils qui viennent juste chercher de la nourriture alors que la famine est utilisée comme arme de guerre et qui sont tués par dizaines et par dizaines chaque jour, jusque des soldats israéliens qui ont dit, et ça a été révélé par le journal de gauche Haaretz, le journal israélien, qui disent qu'ils ont pour ordre de tirer sur des civils désarmés qui viennent juste tenter de pouvoir nourrir leur famille. Cette situation est évidemment intolérable et l'ensemble des pays du monde devraient enfin mettre des sanctions contre Netanyahou. Nous avons, nous, tenté à l'Assemblée nationale cette semaine de présenter une résolution pour suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, l'Union européenne étant le premier partenaire commercial d'Israël. Donc c'est évidemment un des nœuds très importants pour sanctionner le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou et faire cesser le génocide en cours. Cela fait 20 mois que le génocide a lieu, 20 mois que l'Union européenne et la France se taisent sur cette question et donc nous avons, nous, saisi la Commission des affaires européennes à l'Assemblée nationale pour qu'enfin il y ait un signal de la représentation française qui dise maintenant ça suffit, il faut suspendre cet accord qui normalement est conditionné au respect des droits humains. Eh bien, la résolution que nous avions présentée non seulement a été battue, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été votée, notamment du fait des macronistes avec Caroline Yadan en tête, mais aussi de la droite et de l'extrême droite, mais en plus de cela, alors qu'il y avait un amendement pour faire en sorte de dire que la France devait respecter les mandats de la Cour pénale internationale contre Netanyahou et notamment arrêter de faire survoler et d'autoriser Netanyahou à survoler le territoire national comme ils l'ont fait à 2 reprises, eh bien même cet amendement a été battu et il faut imaginer que dans la salle il y avait un ancien ministre, il y avait des macronistes qui, normalement, doivent respecter les engagements internationaux de la France. Et donc, il est absolument scandaleux que le signal qui a été envoyé par la représentation nationale soit celui de dire que la France pouvait se sortir de ses obligations internationales et donc sortir du statut de Rome dont elle est pourtant signataire en disant qu'elle ne respecterait pas les décisions de la Cour pénale internationale. C'est évidemment un signal qui est extrêmement grave. D'autant plus que Francesca Albanese, qui est la rapporteure spéciale de l'ONU au territoire occupé palestinien, a sorti un rapport cette semaine pour montrer que si le génocide continuait, c'était notamment parce qu'il était lucratif pour certains, et elle a notamment pointé 60 compagnies qui ont fourni des outils, du financement, mais aussi des infrastructures pour le génocide, sur l'apartheid, sur le nettoyage ethnique et les violations des droits humains avec les meurtres de masse des Palestiniens. Et que ces 60 compagnies, du coup, sont responsables là aussi de complicité de génocide avec à Gaza, ce qu'elle explique dans son rapport, un laboratoire d'un complexe militaro-industriel qui a été fait par Israël pour utiliser des nouvelles armes sur Gaza, pour tester une surveillance généralisée, mais aussi certains drones, donc d'utiliser Gaza comme un laboratoire industriel. Alors dans les 60 compagnies qu'elle pointe, il y a notamment Google, Amazon, Microsoft, BNP Paribas, Airbnb et beaucoup d'autres. Et tout cela donne beaucoup de sens aussi au boycott qui doit être fait de ces entreprises parce que ces entreprises permettent directement à Netanyahou de continuer des violations du droit international et le premier génocide filmé en direct de l'histoire de l'humanité. Évidemment, la France insoumise sera présente à la manifestation du 5 juillet contre le génocide à Gaza car les peuples doivent continuer d'élever la voix contre le génocide en cours, mais elle sera présente aussi le 8 juillet aux côtés de l'UNICEF alors que, je le rappelle,
la moitié de la population de l'enclave palestinienne est des enfants. Et donc, il y a 1 million d'enfants qui sont coincés avec le plus grand nombre d'enfants mutilés au monde qui se trouvent à Gaza, des enfants qui se trouvent dans des états de sous-nutrition chronique, avec y compris des enfants qui meurent de la famine qui est organisée par Netanyahou. Et je crois que c'est salutaire qu'une organisation comme l'UNICEF se mette, elle aussi, à appeler à des mobilisations. Je le dis d'autant plus que vous avez vu qu'en France, après le CRIF qui a dit par la voix de son président que certains espéraient le génocide palestinien par antisémitisme, donc comme si nous étions heureux qu'il y ait un génocide palestinien, eh bien les accusations n'ont cessé de pleuvoir contre Rima Hassan, qui est devenue la bête noire de l'ensemble des complices du génocide et des soutiens inconditionnels. Je vous rappelle un peu la chronologie. Donc, le vendredi 27 juin, Rima Hassan est agressée devant une agence Orpi par 2 salariés d'Orpi qui lui disent à plusieurs reprises « On va brûler ta Palestine ». Quelques heures après l'agression, Rima Hassan a publié l'agression. Il y a un communiqué d'Orpi qui présente des excuses à Rima Hassan et qui explique qu'ils ont décidé de licencier les 2 employés. C'est quand même très important que cette décision ait été prise parce que je tiens à dire que vu la répression et la criminalisation des voix pour la paix, quand c'est une professeure qui est suspendue pour avoir juste accepté une minute de silence, quand des personnes sont licenciées parce qu'elles défendent juste notre humanité commune avec le génocide, eh bien c'est la première fois en France que des gens qui font officiellement l'apologie du génocide sont ainsi licenciés et désavoués par une direction. À ce moment-là, l'extrême droite lance une vague de harcèlement contre Orpi. Je rappelle juste que la seule fois où l'extrême droite a défendu des travailleurs contre un licenciement, eh bien, c'est lorsqu'ils ont agressé Rima Hassan, donc une femme dans la rue, avec des propos qui font l'apologie de génocide. Et dans la nuit de vendredi à samedi, une agence Orpi est incendiée à Martial. Alors là, à ce moment-là, évidemment, on accuse la cause palestinienne et Rima Hassan d'être responsables de l'incendie, au point que même sur CNews, on demande directement par la voix de Sonia Mabrouk que Rima Hassan s'excuse, comme si elle devait s'excuser d'avoir été agressée. Or, le directeur d'Orpi lui-même a publié des menaces qui ont été faites et des insultes qui ont été faites contre sa personne et contre Orpi depuis le licenciement de ces 2 agents. Il donne des exemples de messages reçus. « Tu te couches devant une militante du Hamas pour faire ta com. Tu n'as pas de couilles, je te souhaite de couler, petit pauvre. Une de vos agences incendiée, un autre message, parce que vous préférez lécher les bottes d'islamistes, vous ne serez pas épargnés. » Et il a reçu des centaines et des centaines de messages de l'extrême droite qui donc montre que ce n'est en rien Rima Hassan et la cause palestinienne qui est en cause. Il y a eu encore une nouvelle agence Orpi qui a été incendiée dans la nuit du 2 au 3 juillet. Donc évidemment, on verra ce que donneront les enquêtes, mais il est évident que ceux qui font cela, comme on l'avait déjà vu lorsqu'il y avait eu des dégradations du mémorial de la Shoah, lorsqu'il y avait eu des étoiles de David à Paris, sont ceux qui ne visent qu'une chose, à décrédibiliser la cause palestinienne, à la salir et à salir celles et ceux qui portent la voix du droit international et de la paix. Donc ceux qui font semblant de dire que ce seraient ceux qui défendent la cause palestinienne et le droit des Palestiniens à vivre en paix et en dignité, qui seraient responsables de l'antisémitisme, sont en fait les mêmes qui tentent de créer un chaos dans le pays et de diviser le peuple de France. Nous résisterons toujours à cela et je vais même vous dire, ceux qui mettent en danger nos concitoyens juifs dans ce pays, c'est d'abord l'extrême droite et d'abord les soutiens inconditionnels du génocide en les rendant responsables de ce que fait Netanyahou, ce qui est évidemment absolument irresponsable et contre lequel nous lutterons toujours. Donc en tout cas, rendez-vous dans la rue le 5 juillet et le 8 juillet. Et je le dis d'autant plus que vous avez vu que les grands génies qui ont refait l'exemple de la guerre préventive, qui ont couru après la guerre préventive en applaudissant des 4 mains les frappes américaines sur les installations nucléaires iraniennes et les frappes israéliennes en disant que même si Israël avait attaqué en violation du droit international, Israël avait le droit de se défendre, eh bien le résultat de cette offensive est catastrophique puisque l'Iran a annoncé sortir du traité de l'AIEA, donc de l'Agence internationale sur l'arme atomique. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus aucun contrôle. Et je rappelle que c'est Trump qui était sorti dans son premier mandat en 2018 de l'accord que l'Iran respectait scrupuleusement sur justement l'interdiction d'avoir la bombe atomique et d'enrichir plus d'uranium que ce qu'il pouvait faire. Et surtout, dans le bilan de ces opérations sur lequel la France s'est vautrée derrière les États-Unis en parlant comme Bush Junior en 2003 sur la guerre en Irak, eh bien,
il y a eu les bombardements de la prison d'Evin par Israël, prison dans laquelle, je rappelle, il y a à la fois la jeunesse des mouvements Femmes, Vie, Liberté qui est enfermée, et donc les opposants au régime des ayatollahs qui sont enfermés, donc l'avenir du pays qui s'y trouve, qui est souvent une jeunesse condamnée à mort, et aussi les 2 otages français, donc Jacques Paris et Cécile Collère, qui s'y trouvent. Et il se trouve que ce bombardement a fait 71 morts, ce sont les chiffres qui ont été donnés, donc d'opposants au régime. Et en plus de cela, pendant très longtemps, nous n'avons pas eu de signe de vie de Cécile Collère et de Jacques Paris, et qu'aujourd'hui, ils viennent d'être accusés d'espionnage pour le Mossad, c'est-à-dire pour Israël, et que pour cela, ils risquent la peine de mort. Voilà à quoi on conduit ces opérations des génies qui veulent refaire encore une fois la guerre contre le terrorisme, alors que nous savons depuis 2003 et la guerre en Irak que ça ne mène que à la déstabilisation de la région et encore du pays, même 20 ans après, que cela a mené à la naissance de Daesh et que surtout cela a coûté 1 million de morts en Irak. Donc, il est plus que jamais important de remettre le cadre du droit international et de faire exister une autre voie de la France. Alors, cette semaine, à l'Assemblée nationale, nous avons eu la motion de censure de François Bayrou sur la retraite à 64 ans. Vous avez suivi, il y a eu l'échec du conclave qui est l'échec de la méthode Bayrou, c'est-à-dire où pendant des mois, depuis février, il a fait croire que on pouvait peut-être abroger la réforme de la retraite à 64 ans pour ensuite tout verrouiller et évidemment ne mener à absolument rien, ce qui est arrivé, c'est-à-dire que rien n'est sorti du conclave. Il a même tenté de faire un mini-conclave pour dire, regardez, on peut encore obtenir des choses. Bon, le résultat, c'est que ce conclave n'a été fait que pour une seule chose, pour que le Parti socialiste ne censure pas ce gouvernement dès février et que donc nous avons perdu 4 mois, où pendant 4 mois, nous avons eu le pire budget jamais vu au XXIe siècle. Nous avons Retailleau qui a juste mené des tracts contre les personnes étrangères jamais vus dans notre pays depuis extrêmement longtemps et qui font honte à la France. Nous avons eu un ministre de l'Intérieur qui a crié à bas le voile devant des milliers de personnes, et ce alors qu'il y a des meurtres islamophobes, notamment d'Hicham Miraoui, mais aussi d'Aboubacar Cissé dans notre pays, des femmes voilées qui se font agresser dans la rue avec des gens qui tentent de leur enlever leur voile, et évidemment des groupuscules d'extrême droite qui se sentent en complète impunité face à un Retailleau qui n'a jamais un mot pour condamner ce qu'ils font et ce qui se passe. Évidemment, cela n'avait que pour but d'éviter la censure. Et donc, il a tenté d'éviter la censure une nouvelle fois avec ce mini-conclave. Bon, le Parti socialiste, qui est enfin revenu à la raison, a donc décidé de déposer une motion de censure. Alors évidemment, ça n'absout rien de ce qu'a fait le Parti socialiste avant, mais il y a eu une chose qui a été intéressante dans cette motion de censure. C'est que, du coup, l'ensemble des groupes à gauche de l'hémicycle ont censuré François Bayrou et son gouvernement. Et donc, ceux qui permettent de sauver François Bayrou s'appellent Marine Le Pen, Jordan Bardella et le Rassemblement national, qui ont expliqué que ce n'était pas le moment de le censurer, comme si ça n'avait aucune importance d'avoir 2 mois en plus ou 3 mois en plus, puisqu'ils disent qu'ils censureront au budget 2 mois en plus ou 3 mois en plus de la politique macroniste de malheur. Et donc, du coup, se retrouve dans une situation où c'est bien l'extrême droite qui est responsable du fait que François Bayrou et son gouvernement peuvent se maintenir au pouvoir. Si François Bayrou est toujours là, c'est à cause de l'extrême droite. Si la retraite à 64 ans n'a jamais été abrogée alors que nous sommes majoritaires à l'Assemblée, c'est à cause de l'extrême droite qui refuse de censurer ce gouvernement. Et d'ailleurs, ils ont été extrêmement clairs sur la question, puisque sur CNews, on a posé la question à Jordan Bardella, est-ce que vous allez abroger la retraite à 64 ans? Et il a répondu, on verra la situation dans laquelle on sera dans 2 ans. Preuve que ils ont renoncé à abroger la retraite à 64 ans et que la première arnaque et la première fraude de ce pays, c'est le Rassemblement national. C'est déjà eux qui ont donc refusé d'empêcher le pire budget avec une augmentation des prix de l'électricité, une augmentation encore de la pauvreté dans ce pays, une baisse de subventions aux associations et j'en passe, des fermetures de classes, 5000 fermetures de classes dans le pays à la rentrée 2025. Mais c'est eux aussi qui ont empêché qu'on discute de la destitution d'Emmanuel Macron. Vous savez, la procédure qu'on avait lancée. Et c'est Marine Le Pen qui a empêché par son vote en conférence des présidents que cette destitution puisse être discutée au sein même de l'Assemblée nationale. C'est eux qui n'ont pas eu un seul mot sur les crimes pédocriminels qui ont été couverts par François Bayrou et qui ont mis des enfants en danger sur des générations et des générations. Bref, le Rassemblement national est la meilleure assurance vie du système. Et s'ils ne veulent pas censurer ce gouvernement, c'est notamment parce qu'ils ne pensent qu'à eux et à leur propre intérêt, puisque le Rassemblement national ne souhaite pas une dissolution
Sinon, Marine Le Pen, du fait de sa condamnation, ne pourrait pas se représenter. Ils ont donc peur du peuple et peur des élections. Et puis, vous avez vu que le Rassemblement national, après avoir été condamné pour avoir détourné 4,5 millions d'euros, sont dans une nouvelle affaire de détournement de fonds au Parlement européen, avec cette fois-ci 4,3 millions d'euros qui sont en jeu, avec des dépenses qui ont été données notamment à deux organismes qui s'appellent Unanime et ePolitics, qui sont tenus par des anciens militants d'extrême droite, très proches de Marine Le Pen, mais très proches aussi de mouvances néofascistes, c'est ce qu'on appelle les Good Connections, et donc avec plus de la moitié des sommes, donc plus de 2 millions d'euros qui auraient été transférés vers ces organismes-là. Et donc, il y aura de nouveau une enquête et probablement un procès sur ce détournement de fonds. Et donc, voilà pourquoi Marine Le Pen et ses amis préfèrent laisser Bayrou et la politique de malheur continuer. Et voilà pourquoi l'extrême droite ne sera jamais une opposition à Emmanuel Macron. Et nous devons donc balayer à la fois les macronistes et l'extrême droite qui les aident à pouvoir se maintenir. Mais nous aurons la peau du gouvernement Bayrou. Non seulement parce que il y aura d'autres motions de censure, parce que c'est aujourd'hui le Premier ministre le plus détesté du pays, parce que la majorité des Français veut la chute du gouvernement Bayrou, et nous avons infligé cette semaine 2 défaites très importantes à Bayrou et à son gouvernement. La première, c'était dès le début de semaine, lundi, où nous examinions la réforme de l'audiovisuel public. Vous savez, c'est la réforme de Rachida Dati qui veut faire une holding où il regroupe l'ensemble de l'audiovisuel public. Évidemment, ce qui serait très néfaste pour la démocratie et l'indépendance du service public audiovisuel, mais qui aussi serait une atteinte à la création, au rayonnement de la France à l'international, et qui fait comme si les métiers de la radio et de la télévision étaient les mêmes, alors qu'il y a des grandes différences dans les métiers qui sont faits. Mais surtout, ça vise une chose, à donner encore plus de place aux Bolloré et autres milliardaires qui ne cessent de prendre la main sur les médias dans ce pays pour imposer leur combat de civilisation, comme dit Bolloré, c'est-à-dire leur vue raciste à l'ensemble du pays. Eh bien, alors qu'il y avait une grève des salariés de l'audiovisuel public, nous avons présenté une motion de rejet de ce texte et cette motion de rejet a été adoptée. C'est donc un très bon signe pour la suite, même si le texte doit encore continuer son chemin entre le Sénat et l'Assemblée. Et donc, le gouvernement devrait retirer ce projet de loi qui est un projet de loi néfaste pour la démocratie. En tout cas, la bataille continue, mais nous avons emporté la première manche et c'est une défaite très forte pour le gouvernement. Le deuxième, c'est évidemment le rendu de la commission d'enquête Betaram, qui a nécessité plusieurs mois de travaux et qui a rendu des conclusions qui sont accablantes sur les défaillances de l'État à protéger les enfants. L'objectif de cette commission d'enquête, c'est évidemment de faire en sorte que plus jamais un Betaram ne soit possible. Et par exemple, ce rapport de la commission d'enquête a montré qu'entre 2017 et 2023, il y a seulement eu 12 contrôles sur 7500 établissements privés sur contrat, en pointant notamment le secrétariat général à l'enseignement catholique comme étant un ministre bis de l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'il y a eu directement une absence de contrôle et donc de protection de ces enfants, notamment dans les endroits où il y avait des internats qui ont conduit à des monstruosités en termes de violence physique, de violence sexuelle, avec des témoignages qui sont absolument horribles à écouter ou même à être restitués. Ce qu'ont fait les deux co-rapporteurs, donc à la fois Violette Spilbout, qui est macroniste, mais aussi Paul Vannier. Et c'est grâce à l'initiative de Paul Vannier que cette commission d'enquête a pu exister. Alors d'abord, cette commission d'enquête, elle a permis quelque chose de très important, puisqu'au départ, il y avait 8 collectifs de victimes. Aujourd'hui, après quelques mois de commission d'enquête, il y a 80 collectifs de victimes qui concernent 270 établissements sous contrat. Et donc, elle a permis de libérer la parole. Et je crois que ça, c'est déjà une première chose très importante. La deuxième chose, c'est qu'elle donne lieu à 50 recommandations et qu'à partir de ces 50 recommandations, notamment pour renforcer les contrôles, eh bien, il va y avoir une proposition de loi transpartisane qui va être présentée à l'Assemblée nationale et qui permettra de faire avancer réellement les choses. La troisième chose, c'est que le rapport est accablant sur la responsabilité de François Bayrou dans le fait de ne pas avoir protégé les enfants, à la fois comme ministre de l'Éducation nationale, mais aussi comme président du conseil départemental, puisque je rappelle qu'un conseil départemental a en charge la protection de l'enfance.
Donc, d'abord, c'est accablant sur le fait qu'il a menti. Rappelez-vous, au début, première question de Paul Vannier, il avait dit « Je n'ai jamais eu connaissance de violence, a fortiori de violence sexuelle ». Or, ce qu'il a dit dans sa commission d'enquête, c'est qu'il avait eu connaissance des faits de violence dès 1995 et de faits de violence sexuelle dès 1998. Donc d'abord, il a menti et rien que ça mériterait la censure du gouvernement Bayrou, car ce n'est pas possible d'avoir quelqu'un qui a mis en danger les enfants à l'époque de Betaram, mais aussi sur plusieurs générations puisque des faits de violence se sont poursuivis. Ensuite, bon, François Bayrou, je vous l'avais déjà dit, mais a eu une attitude absolument infecte vis-à-vis de la lanceuse d'alerte, la seule lanceuse d'alerte à l'époque qui a tenté de protéger les enfants, en tentant, même 30 ans après, de la décrédibiliser. Et puis, François Bayrou a menti lors de sa commission d'enquête, et donc Paul Vannier a demandé à ce qu'il y ait une poursuite en justice qui puisse être possible suite à un parjure, c'est quand vous mentez en commission d'enquête sur lequel il y a des conséquences pénales, et notamment ce parjure vise le fait qu'il voudrait attaquer en diffamation, qu'il avait dit à une date qu'il voulait attaquer en diffamation Mediapart, qui sont ceux qui ont sorti l'affaire Betaram, à une date où l'article n'était toujours pas sorti. Alors ça peut paraître anecdotique comme ça, mais en fait cela contribue à montrer que même 30 ans après, François Bayrou cherche toujours à avoir une omerta sur ce qui s'est passé à Betaram. Et il se trouve que et la présidente de la commission d'enquête, qui est Parti socialiste, mais aussi la présidente de l'Assemblée, refuse pour l'instant que le bureau puisse être saisi. Nous saisirons tout de même le bureau pour que ça puisse être transmis à la justice avec d'autres parjures qui ont été faits, parce que je pense que là encore, ce n'est ni à une présidente de commission, ni à une présidente de l'Assemblée de dire ce qu'ils en pensent sur le fond, mais ils doivent saisir la justice pour que la justice puisse faire ensuite son travail et qu'il n'est pas possible que des parjures puissent être passés par-dessus bord alors que nous parlons de faits extrêmement graves et qui sont systémiques. C'est ce qui a été montré dans cette commission d'enquête. Et je termine sur la dernière chose sur François Bayrou, c'est qu'au travers du rapport de la commission d'enquête est apparu un autre scandale sur le collège Saint-Jean de Pélusin dans la Loire, où cette fois-ci, alors que François Bayrou était ministre en 1995, 2 enseignantes ont tenté de lancer l'alerte sur des violences systémiques très graves et des violences sexuelles commises par le directeur. Et là encore, François Bayrou n'a rien fait pour répondre aux alertes et n'a rien fait pour protéger les enfants. Donc cela s'ajoute au scandale de Betaram et nous, évidemment, nous continuerons à porter les recommandations qui sont dans ce rapport pour que plus jamais des enfants puissent être mis en danger avec des actes aussi monstrueux que ceux qui sont décrits par les collectifs de victimes auxquels je veux redire tout mon soutien et l'importance de la parole qui s'est libérée dans ces mois de commission d'enquête. En tout cas, ce n'est pas fini pour François Bayrou. Vous verrez que on continuera à en parler. Et je termine juste sur une dernière chose qui était apparue de manière assez intuitive, mais qui est confirmée aussi dans le rapport d'enquête, c'est qu'il y a évidemment une discrimination très forte entre le traitement des établissements privés catholiques, donc, qui sont l'immense majorité des établissements privés sous contrat dans notre pays, et ceux d'établissements privés sous contrat musulmans, notamment c'était le cas avec Averroès, qui eux font l'objet de contrôles extrêmement réguliers, parfois plusieurs fois par an, alors que pour les autres, il y a un contrôle tous les 1500 ans sur ces établissements privés. Donc là aussi, on a une forme d'islamophobie qui est insupportable et que nous continuerons là aussi à dénoncer. Alors, il est urgent de dégager ce gouvernement, non seulement parce que François Bayrou est accusé de faits très graves sur lesquels il a menti et maintenu une omerta, mais parce que, vous l'avez vu, nous avons de grands enjeux devant nous et on l'a vu notamment cette semaine avec une canicule qui a rendu cette semaine le mois de juin le plus chaud jamais enregistré de l'histoire de l'humanité en France. Et des épisodes qui vont malheureusement se multiplier puisque quand on regarde les 51 vagues de chaleur qu'il y a eu depuis 1945, eh bien 2/3 de ces vagues de chaleur ont eu lieu après les années 2000. Et si vous prenez par exemple un enfant qui est né aujourd'hui par rapport à un enfant qui est né dans les années 60, eh bien il connaîtra 7 fois plus de vagues de chaleur, 3 fois plus d'inondations et 2 fois plus de sécheresse et de feux de forêt que ses grands-parents nés dans les années 60. Donc on sait que ça va se multiplier, d'autant plus que fait passer complètement inaperçu et dont personne n'a l'air d'en avoir rien à faire alors que ça devrait être l'enjeu numéro 1 des discussions politiques et médiatiques dans ce pays. Les scientifiques ont alerté il y a maintenant 10 jours sur le fait qu'il était maintenant inéluctable d'arriver à plus 1,5 degré d'ici 2029, c'est-à-dire demain. Plus 1,5 degré de réchauffement, c'était la limite que s'était fixée comme objectif les accords de Paris, notamment parce que à partir de
plus 1,5 degré, non seulement c'est absolument imprévisible de savoir ce qui va se passer pour le climat, il y a des effets d'emballement et des effets de seuil, mais en plus de ça, ça veut dire pour tous les États insulaires dans le monde, une quasi-submersion de ces États, puisque le niveau de la mer va atteindre des niveaux qui vont faire que ces États vont tout simplement disparaître. Voilà de quoi nous parlons. Alors, face à cette canicule que nous avons expérimentée, nous avons, nous, sorti un plan canicule qui serait les mesures d'urgence que la France insoumise mettrait en place si nous étions au pouvoir. Et nous avons d'ailleurs demandé que ces propositions de loi que nous avons sorties puissent être inscrites à l'ordre du jour de la session extraordinaire de l'Assemblée, donc c'est-à-dire de ce mois de juillet, qui doit finir le 11 juillet. Nous sommes prêts à ne pas partir en vacances pour examiner ces textes, parce que je crois que c'est une urgence que de le faire face à la Macronie qui ne cesse d'être dans l'inaction climatique. Je vous donne des exemples de propositions de loi. Par exemple, adapter le code du travail aux températures. Par exemple, à Besançon, en ce début de semaine, il y a un homme de 35 ans qui est mort sur un chantier du fait de la chaleur. Il faut arrêter et faire en sorte que l'activité s'arrête, notamment sur les chantiers et dans le BTP, lorsque la température met les travailleurs et les travailleuses en danger. Ensuite, on a proposé une proposition de loi pour, par exemple, qu'il y ait un congé canicule pour que les parents puissent garder les enfants. Vous avez vu qu'il y a plusieurs centaines d'écoles qui ont fermé du fait de locaux qui étaient inadaptés. Il faut que les parents puissent avoir, sans perte de salaire, la possibilité de pouvoir garder leurs enfants. C'est ce que nous proposons avec un congé canicule. Enfin, pour donner un autre exemple, nous avons fait une proposition de loi qui est une proposition de loi travaillée avec la Fondation pour le logement pour les défavorisés, qui est une proposition de loi pour adapter les bouilloires thermiques dans lesquels vivent 12 millions de personnes. Là aussi, parce que c'est un enjeu extrêmement important de millions de gens qui ont froid chez eux l'hiver et qui crèvent de chaud chez eux l'été. Voilà, par exemple, certaines des urgences que nous voulions mettre en place, ce qui n'empêche pas évidemment qu'il faut une bifurcation de notre modèle de production et de consommation beaucoup plus grand, notamment sur les méthodes de construction, et j'insiste dessus, parce qu'à force de tout construire avec du béton, plutôt qu'avec des méthodes biosourcées, notamment le bois, terre, paille, on en arrive dans une situation où les locaux dans lesquels nous vivons sont absolument inadaptés aux épisodes de forte chaleur. Et je ne parle même pas de la climatisation, puisque c'est le plan de Marine Le Pen de tout climatiser. Bon, bah ça, c'est des règles de thermodynamique extrêmement simples que Marine Le Pen n'a pas l'air de comprendre. C'est que quand vous refroidissez un endroit, eh bien, vous réchauffez l'extérieur au point que dans certaines villes, la température extérieure a augmenté de 4, 5, 6 degrés du fait de l'utilisation de climatiseurs. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de climatiseurs à des endroits, je pense aux EHPAD et à d'autres endroits, mais il faut surtout faire bifurquer et rompre complètement avec la manière dont nous construisons les différents bâtiments publics. Et pour nous, c'est d'autant plus important de dire que ça devrait être dans la session extraordinaire du Parlement que plutôt que d'étudier ce type de texte, nous allons étudier la loi simplification Trump qui vise à supprimer des centaines d'agences, à s'en prendre encore aux droits de l'environnement, aux droits des salariés, ou encore la loi pesticides qui vise à autoriser pour des années et des années, sans aucun point d'arrêt, les néonicotinoïdes qui avaient été pourtant interdits au début du mandat d'Emmanuel Macron, qui non seulement sont les pesticides tueurs d'abeilles, alors que les abeilles pollinisent 80% des cultures destinées à l'alimentation humaine, mais en plus de ça, vont faire exploser le nombre de maladies neurotoxiques chez les enfants notamment, ainsi que les cancers chez les enfants, les cancers pédiatriques. Et je le dis avec une forme de gravité à un moment où le cancer n'est plus une maladie dans notre pays, mais est devenu une véritable épidémie. Voilà pourquoi nous voudrions mettre bien d'autres textes dans cette session extraordinaire, d'autant plus que vous avez vu que la Macronie est en train de se déliter complètement et on choisit de faire alliance avec l'extrême droite qui est climato-négationniste, qui nie absolument le dérèglement climatique et le problème du climat, pour, par exemple, proposer un moratoire sur les énergies renouvelables, ce qu'a proposé encore Retailleau. Il a été recadré par Macron parce que ça va vraiment trop loin, mais c'est pour dire que Macron, rappelez-vous toujours, il a été condamné 2 fois pour inaction climatique, 1 fois pour effondrement du vivant. La France a été multi-condamnée sur la pollution de l'air, et donc la première chose que nous devons faire pour être à la hauteur de l'urgence écologique, c'est de dégager Macron et sa politique. D'autant que, évidemment, la canicule et les effets des événements climatiques extrêmes sont évidemment très socialement marqués. Une étude est sortie pour montrer que dans les départements les plus pauvres, les gens subissaient une surmortalité de 2 à 3 fois supérieure à la moyenne. Et par exemple, en Seine-Saint-Denis, ça veut dire
plus 161% de surmortalité par rapport à la moyenne du pays, ce qui est évidemment dramatique. Et il y a beaucoup d'exemples de pays dont on pourrait prendre des mesures d'urgence qui figurent aussi dans notre plan. Par exemple, en Italie, ils ont donné la possibilité d'aller gratuitement pour les plus de 75 ans dans des musées climatisés ou dans des lieux publics climatisés. Les piscines gratuites, là aussi, pour aider à refroidir au moment où il y a des épisodes de forte chaleur. Aux Pays-Bas, ils ont changé, par exemple, dans des écoles, le moment où on commence les cours, plutôt que de les commencer à 8h45, ils les commencent à 8h pour terminer à midi et ne plus avoir cours l'après-midi. Bref, une adaptation de la société, ce qui manque cruellement dans notre pays. En Allemagne, par exemple, ils ont depuis le 19e siècle un congé climatique qui permet d'arrêter justement lorsque les températures sont trop hautes. Bref, nous pourrions faire tout autrement dans ce pays que de continuer à être dans une inaction totale et même pire qu'une inaction, à aggraver encore le dérèglement climatique et l'effondrement du vivant. Et je termine donc sur ce qui s'est passé cette semaine aussi, qui était le grand rendez-vous de la gauche sur l'union de la gauche, sinon nous allons tous perdre, autour de Lucie Castet, qui a été un grand fiasco puisque le Parti communiste a refusé d'y participer, Place Publique et Glucksmann ont refusé d'y participer en disant qu'ils seraient d'ores et déjà candidats. Le PS y a participé, mais une des tendances du Parti socialiste a fait un communiqué pour dire que ça n'avait jamais été acté dans les textes d'orientation et donc il demandait un débat au Bureau national. Et donc on s'est retrouvé avec une réunion sur laquelle ils ont expliqué les uns après les autres que sans l'union de la gauche, nous ne pourrions pas gagner. C'est exactement les mêmes discours qui avaient été tenus en 2022. Je me rappelle de Fabien Roussel qui disait la main sur le cœur que si un candidat était en possibilité d'arriver au second tour, alors il retirerait sa candidature. Le résultat, il n'a pas retiré sa candidature, ni même les autres. Et nous avons raté à 420 000 voix le second tour de l'élection présidentielle, donc c'est-à-dire absolument rien. Et moi, j'appelle toutes celles et ceux qui ne cessent de faire des leçons à avoir un peu d'humilité quand tous leurs candidats ont fait moins de 5% pour le Parti socialiste, 1,67%, et que nous faisions 22% à ce moment-là. Donc, ne cédez pas à la résignation qui vous est expliquée à chaque fois en vous expliquant que s'il n'y a pas d'union, on n'y arrivera jamais. On y arrivera si et seulement si le programme de rupture que nous portons est respecté par les uns et les autres. Parce qu'il faut comprendre que si nous allons avec ceux, notamment le Parti socialiste, qui ont jeté par 2 fois le programme par la fenêtre, qui se sont fait élire et qui ensuite ont renié le programme sur lequel ils ont été élus après la NUPES et après le nouveau Front populaire, eh bien, nous n'arriverons à rien. Et c'est la preuve, s'il en est, c'est que vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe outre-Atlantique avec Zoran Mamdani, qui a gagné la primaire démocrate pour la mairie de New York. Il l'a gagné et c'est un symbole éclatant. C'est un homme qui a 33 ans, qui a été naturalisé états-unien seulement en 2018, qui a porté haut et fort la voix contre le génocide palestinien au point qu'il est sans cesse accusé d'antisémitisme. Et il a gagné cette primaire en assumant d'abord la rupture avec le modèle capitaliste. Imaginez qu'aux États-Unis, Zoran Mamdani, lorsqu'on lui demande sur un plateau « Est-ce que vous aimez le capitalisme ?», il répond « Non, j'ai beaucoup de critiques ». En proposant justement des mesures de rupture très fortes avec, par exemple, la garde gratuite des enfants, les bus gratuits, la baisse des loyers, mais aussi des épiceries solidaires à plusieurs endroits de la ville. Et puis, surtout, il ne s'est pas tu face au premier génocide filmé de l'histoire de l'humanité. Ça pourrait devenir le premier maire musulman de New York. Et il a réussi en ramenant aux urnes massivement à la fois la jeunesse, mais aussi des abstentionnistes. Preuve que c'est justement en étant cohérent et en gardant son programme de rupture que nous pouvons gagner non seulement contre la social-démocratie, mais aussi contre la Macronie et l'extrême droite, qui sont nos adversaires dans la période. Et je le dis comme une lueur d'espoir qui est très forte, et surtout comme une leçon à apprendre, puisque vous avez vu qu'il a gagné la primaire, mais que son concurrent, qui a donc perdu la primaire, a décidé qu'il se présenterait quand même à la mairie de New York et pourrait donc faire perdre Zoran Mamdani à l'élection de la municipalité de New York, ce que nous n'espérons évidemment pas, mais qui montre que tous ceux qui ne cessent de dire qu'il faut une primaire pour se parler entre nous, alors que l'urgence est de parler au pays et au peuple tout entier, eh bien, je crois, prennent une voie qui n'est pas celle que nous suivrons et nous ne rentrerons jamais dans une primaire, nous continuerons autour du programme de rupture. Et c'est justement par la gauche de rupture que nous pourrons tourner la page des macronistes et battre l'extrême droite, et c'est d'ailleurs ce qui a été montré dans l'analyse des votes communs, qui montre que le RN et les macronistes votent à 76% ensemble. Ça veut dire que les 3/4 du temps, ils font des votes
vote en commun et que la première force d'opposition à la fois aux macronistes, donc le moins de votes communs, mais aussi au Rassemblement national, eh bien, c'est le groupe parlementaire de la France insoumise que je préside et ceux qui sont là aussi les plus cohérents politiquement dans leur vote et donc autour du programme sur lequel nous avons été élus et que nous respectons, c'est là aussi le groupe parlementaire de la France insoumise. Nous en sommes très fiers et nous allons continuer à tenir bon pour pouvoir gagner lors des prochaines échéances. Excellente semaine à vous.